Bonjour, je suis Baptiste Bénézé, je suis le cofondateur de Team Bakery. Je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Learning by Doing. Aujourd'hui, on va parler feedback et on va notamment revenir sur 12 facteurs qui ont tendance à influencer nos feedbacks sans forcément qu'on en ait conscience. Alors, la base de cet épisode, c'est une étude qui a été commanditée par Novartis. En 2019, une sorte d'état des lieux des études faites sur le feedback. Parce qu'effectivement, on entend beaucoup de bénéfices et le feedback est quelque chose d'important dans nos organisations actuelles. Il y a un groupe de chercheurs qui a fait une sorte de méta-étude, une sorte d'état des lieux global. Parce qu'effectivement, il est commun de penser que la performance des équipes augmente quand les employés ont conscience de l'impact de leur travail, reçoivent fréquemment du feedback de qualité, sont reconnus et récompensés pour leur contribution. Mais voilà, qu'en disent les études sur le sujet? Est-ce qu'il y a vraiment une corrélation entre feedback et performance? Est-ce que c'est net? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu? Globalement, effectivement, on observe un lien clair entre feedback et l'amélioration des équipes, mais on remarque aussi qu'il y a une grande variabilité au niveau de l'efficacité du feedback, ce qui laisse à penser qu'il y a d'autres facteurs qui viennent moduler un petit peu l'effet du feedback sur les performances. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, on va faire une sorte de liste, on va passer en revue ces 12 facteurs. L'idée, c'est de vous faire réfléchir sur votre propre pratique, propre expérience du feedback, que ce soit en tant que donneur de feedback ou destinataire de feedback, pour voir effectivement si vous constatez les mêmes effets que chez vous. Donc c'est parti pour les 12 facteurs. Le premier d'entre eux, c'est que la façon dont le feedback est reçu importe plus que le feedback en lui-même. Alors, c'est hyper intéressant. Dans 2/3 des cas, les feedbacks influencent positivement les performances. Mais que se passe-t-il dans le dernier tiers? Face à un feedback négatif, on peut réagir de plusieurs façons. Soit on accepte le feedback et on met en place des actions pour s'améliorer, soit on rejette le feedback et on ressent de la colère, de la déception et on se désengage de ses tâches, on se désinvestit de l'équipe. Le dernier cas est fréquent quand le feedback menace l'estime de soi du collaborateur. La solution est donc d'exprimer des émotions positives après avoir reçu le feedback en envisageant des exemples et des pistes concrètes pour s'améliorer. Deuxième facteur, le rôle de la personnalité dans la sensibilité au feedback. Certains traits de personnalité jouent dans la réception du feedback et donc son utilisation pour améliorer ses performances. Par exemple, l'estime de soi, le sentiment de contrôle, la tendance à avoir des pensées intrusives ou négatives, le sentiment de compétitivité, l'altruisme, l'ouverture au feedback par exemple. Troisième facteur, l'efficacité du feedback et le type de tâche. Quand on distingue les tâches de promotion, type créativité, et les tâches de prévention, type vigilance, attention aux détails, on remarque que le feedback positif sur les tâches de promotion augmente la motivation et les performances. Le feedback positif sur les tâches de prévention a tendance à diminuer la motivation et les performances. Voilà qui nous fait réfléchir sur ce sur quoi il faut se concentrer quand on a un feedback à faire. Quatrième facteur, l'efficacité du feedback et le type d'objectif. La fixation d'objectifs augmente les performances quand on les combine avec des feedbacks ou des reportings réguliers. En particulier quand les résultats sont publics. Attention toutefois à distinguer des objectifs d'apprentissage et des objectifs de performance. Quand il faut acquérir de nouvelles connaissances ou compétences pour réaliser une tâche, focaliser sur le processus d'apprentissage est bien plus efficace que de se focaliser tout de suite sur les résultats en termes de performance. Il faut mesurer aussi le chemin parcouru plus que effectivement le résultat brut. Cinquième facteur qui influence nos feedbacks, l'efficacité du feedback et le sentiment de justice. Un feedback juste a plusieurs caractéristiques. Le processus de prise de décision doit être perçu comme juste et le processus doit être cohérent, précis, exempt de biais et ouvert à la discussion. Sixième facteur, efficacité du feedback et précision des informations. Plus les informations partagées sont élaborées, détaillées, spécifiques, plus les performances augmentent suite au feedback. Feedback portant sur une tâche précise est donc plus efficace qu'un feedback général. En général, quand on forme les managers et les équipes sur le feedback, on commence toujours par préciser le contexte et donner des chiffres, donner des éléments concrets, ce qui va poser tout de suite la discussion et ne laisser place à aucune équivoque.
Septième facteur qui va venir influencer nos feedbacks, l'importance de la personne qui donne le feedback. L'effet d'un feedback, notamment négatif, dépend de la personne qui le donne. Les employés sont plus enclins à l'entendre et à agir si la crédibilité du manager est élevée. On parle aussi de biais d'autorité d'une certaine manière. Huitième facteur, feedback négatif et sentiment de justice. Le feedback négatif influence négativement le sentiment de justice, alors qu'un feedback positif augmente le sentiment de justice et les performances en général. Autrement dit, il est plus efficace d'encourager les comportements positifs que de réprimer les comportements négatifs. Neuvième facteur, impact du feedback sur l'estime de soi. Un feedback qui menace l'estime de soi est moins efficace. Autrement dit, éviter les punitions permet d'augmenter l'attention aux détails et à la qualité des actions menées suite à un feedback. Dixième facteur, mauvaise perception des feedbacks qu'on donne. Les managers surestiment la précision avec laquelle leurs feedbacks sont compris par leurs collègues. En particulier les feedbacks négatifs. Un argument de plus pour bien travailler le contexte de ces feedbacks, les observations qu'on a à partager, de prendre le temps de poser le cadre avant de formuler un feedback. 11e facteur limitant, en tout cas influent sur le feedback, l'impact du langage employé. Par exemple, pour faire un feedback sur une performance trop faible, il vaut mieux employer un langage, on va dire, casual, donc pas familier, mais ta performance est trop faible parce que, dans ce cas, on observe une amélioration significative des performances. À comparer avec le faible emploi, ou en tout cas le fait d'être un peu trop rigide dans son retour sur le sujet. Enfin, 12e feedback, travailler la fréquence de ces feedbacks. Augmenter la fréquence des feedbacks n'augmente pas toujours les performances. Voilà un élément intéressant. C'est une étude de 2017 qui nous apprend ça. Les performances sont optimales quand les employés reçoivent du feedback plus détaillé, mais moins fréquemment. Mieux vaut faire du feedback moins souvent, mais de bien travailler ces feedbacks. La bonne fréquence, en tout cas celle qui est proposée par l'étude, c'est d'avoir au moins un feedback par mois pour avancer correctement. Voilà. En conclusion, toutes ces études montrent que les feedbacks restent essentiels, ça reste un élément essentiel de la collaboration et du management. Toutefois, faut faire attention à ne pas prendre les feedbacks pour argent comptant et de se dire qu'effectivement, on a un certain nombre de facteurs qui vont venir rentrer en jeu. Alors, j'ai conscience que cet épisode était un peu une liste à rallonge. Je vous mets bien entendu le lien vers l'article qu'on a écrit sur le sujet dans lequel vous retrouverez tout ce dont je viens de parler. J'espère que cet épisode vous a été utile et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode de Learning by Doing. À bientôt.